23 juillet 1992, 23 juillet 2022. Samedi dernier, cela faisait 30 ans jour pour jour que Tavio Amorim a été fauché dans la fleur de l'âge, pour ses engagements politiques. Autant d'années après, la lumière n'a jamais été faite sur cette affaire et c'est l'impunité totale pour ces assassins. C'est d'ailleurs ainsi pour la litanie de crimes politiques qui jalonnent la gouvernance des CNASIMB père et fils et son sort ne fait qu'actualiser une problématique de vieille date. Le souvenir de l'homme s'étiole d'année en année. Il aurait certainement déjà disparu de la mémoire collective si des gens de bonne volonté n'essayaient pas de le pérenniser. Parmi eux, Claude Hamganvi. Comme à chaque anniversaire de la triste disparition de Tavio Amorim, le secrétaire chargé de la coordination du Parti des travailleurs, accompagné de quelques citoyens engagés, a une fois de plus rendu hommage, samedi dernier, à son camarade de lutte par un dépôt de gerbes de fleurs et un recueillement sur sa tombe. 30 ans d'opacité et d'impunité. Premier secrétaire du Parti socialiste panafricain, PSA, membre du Haut Conseil de la République, HCR, parlement transitoire issu de la Conférence nationale souveraine, juillet-août 1991, président de la Commission politique des droits de l'homme et de la Commission spéciale chargée de l'étude et de la présentation du nouveau projet de constitution, secrétaire général du collectif de l'opposition démocratique, CODE, Tavio Amorim était un jeune engagé fauché dans la fleur de l'âge, à 34 ans, pour ses convictions politiques. Brillant, jeune politicien et panafricain, il était un combattant de la liberté et de la démocratie. Mais il a été victime d'un assassinat à Tocouin-Banvier à Lomé où il fut criblé de balles le 23 juillet 1992 et mourut 3 jours plus tard. Claude Hamganvi retrace les circonstances de son décès dans une de ses tribunes, à l'occasion du 24e anniversaire de sa disparition. Le 22 juillet 1992, veille de cet attentat, il avait participé à une émission sur Radio Lomé, la chaîne publique, au cours de laquelle, avec un autre membre du HCR, Mkodjo Zotchi, ils avaient eu la charge de présenter à la population, pour la deuxième fois consécutive, le nouveau projet de constitution dont cet organe législatif transitoire venait d'achever l'élaboration. Au cours de cette émission, il marqua fermement son opposition à toute idée de modification de ce nouveau projet de constitution pour pouvoir permettre à Gnassingbé Eyadema d'être candidat à toute élection présidentielle à venir, comme la loi portant statut des forces armées togolaises et les décisions de la Conférence nationale souveraine le lui interdisaient déjà. Le jeudi 23 juillet 1992, lendemain de son émission sur Radio Lomé, Tavio Amorim fut victime de l'attentat qui lui fut fatal, vers 21 h, au quartier de Tocouin-Banvier, à Lomé. Des individus ont vidé les chargeurs de pistolets mitrailleurs sur lui. Selon le communiqué publié le 24 juillet par le gouvernement, les agresseurs ont abandonné sur les lieux de l'attentat une carte professionnelle au nom de Karokossi, né en 1967 à Pia, préfecture de la Cosaque, gardien de la paix en service à l'école de police en qualité de moniteur de sport, un pistolet mitrailleur de calibre 9 mm, un revolver Smith & Wesson 357 Magnum, 3 chargeurs de PM, un chargeur de pistolet mitrailleur, des munitions, 2 grenades, 2 bouchons allumeurs et une paire de menottes. On apprendra qu'un autre policier, Yodolu Bukpesi, faisait également partie du commando. Grièvement blessé, criblé de balles à l'abdomen qui le faisaient énormément saigner, Tavio fut transporté au CHU de Tocouin, avant que la décision ne soit prise, face à la gravité de son cas et à l'inexistence au Togo d'un plateau technique médical et de spécialistes pouvant le sauver, de l'évacuer sur un hôpital français afin qu'il y reçoive des soins intensifs. Le samedi 25 juillet 1992, au cours de son transfert de l'hôpital de Tocouin à l'aéroport de Lomé-Tocouin où il devait prendre l'avion médicalisé spécialement affrété pour son évacuation sur l'hôpital Saint-Antoine de Paris, il fut victime d'un nouvel attentat lorsque l'ambulance qui le transportait tomba en panne au milieu du parcours, sa courroie ayant été préalablement sabotée intentionnellement. Alors qu'on le transférait dans une autre ambulance faisant partie du cortège, un inconnu, surgi d'on ne sait où, lui porta des coups de poignard empoisonnés. À son arrivée à Paris, sa famille devait constater qu'il portait au front, du côté droit, une blessure résultant vraisemblablement d'une arme blanche de l'avis de certains médecins, qu'il n'avait pas lors de son admission et tout au long de son séjour à l'hôpital de Lomé-Tocouin ainsi qu'à son départ pour l'aéroport.
Jamais la lumière n'a été faite sur ce crime par le pouvoir cinquantenaire et les auteurs formellement identifiés et punis, plus de 30 ans après. Un blackout et une impunité assez expressifs. Et Dieu sait que ces genres de cas abondent au Togo des Knassambé. À Dzutse et à Bobli, Toussaint Madjliba. Le 15 août prochain, cela fera exactement 14 ans jour pour jour qu'Adzutse Abobli aura disparu dans des circonstances obscures, son corps découvert à la plage de Lomé près de Sarakawa, à moitié nu, mais avec des hématomes au visage. Pour un homme politique, pas un bandit de grand chemin et malfrat qu'on aurait abattu au cours d'un de ses forfaits, c'était plus que curieux. Les contradictions du pouvoir hésitant entre suicide, noyade et intoxication médicamenteuse vont en rajouter à la confusion et créditer la thèse de l'assassinat politique. On se rappelle, le même jour au journal de Vache, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile d'alors, le général Atchatitik Pina évoqua à travers un communiqué la piste de noyade, sans aucune enquête formelle. Le commun des Togolais l'avait compris, il voulait orienter l'opinion. Mais cette thèse sera très vite battue en brèche par une autopsie du médecin légiste Pierre Gado Napokura qui conclut, lui, à une intoxication médicamenteuse, mais n'avait pas pu indiquer la composition des produits à cause de l'indisponibilité d'équipements adaptés. Une contre-expertise réalisée par l'expert onusien Dr Nizam Pervani, sur requête de la famille et de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, balaya du revers de la main et la thèse de noyade et celle d'intoxication médicamenteuse ou de mort violente. La confusion fut absolue. Entre-temps, aux fins d'étouffer un tant soit peu la polémique, des journalistes furent invités à Lomé de par le maître de séance et en furent ressortis les poches pleines. Avec la pression de certains membres de la famille ayant des entrées faciles au sein du sérail, les obsèques du défunt furent précipitées sur les 29 et 30 août. Dans la foulée, pour se donner bonne conscience et essayer de dédouaner le régime, le tout-puissant procureur de la République d'alors, Robert Bakaïr, monta au créneau pour parler de contre-expertise du travail de l'expert onusien et claironna que des prélèvements furent effectués et envoyés dans des laboratoires de renommée internationale en France et ailleurs en Europe pour vérification. Mais depuis cette fin décembre 2008, les résultats n'ont jamais été communiqués à l'opinion. De fait, 14 ans après la découverte du corps de l'ancien journaliste, écrivain, ministre et président de parti politique, le Mouvement pour le développement national, Modena, les circonstances de sa mort ne sont pas clairement établies et les auteurs de ce qui apparaît clairement comme un assassinat politique ne sont point identifiés et punis.